Notre-Dame. La vie prend un sens. En quête de sens, Léo Potier. Il y a maintenant plus de 100 ans débutait un conflit, ou plutôt s'achevait un conflit, qui embrasait toute l'Europe. Non, il y a 100 ans débutait un conflit qui embrassait toute l'Europe, c'est bien ça. Il emportait avec lui 1,6 million de personnes en France, 2,4 millions de personnes en Allemagne. Lorsque l'armistice fut signé, ce 11 novembre 1918, on jurait que ce serait la der des der. Malgré une deuxième guerre mondiale, les armes ont fini par se taire en Europe et une amitié a fini par s'installer pour de bon entre France et Allemagne. 97 années après ce 11 novembre 1918, parlons de l'amitié franco-allemande avec ses meilleurs représentants. C'est quoi la relation franco-allemande ? Est-elle actée ou a-t-elle encore besoin d'être entretenue ? Et surtout, comment parler de cette amitié à des personnes qui n'ont pas forcément la mémoire franco-allemande inscrite dans leur passé familial ? Pour mettre du sens aujourd'hui dans ces questions, nous sommes avec des gens jeunes, des gens beaux. Ce sont les jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Et si on tient les comptes, on a deux Français, Lucie Rebaille et Nicolas Maramotti. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et deux franco-allemandes, Anna Thomsen et Anne Barman. Soyez les bienvenus à toutes et à tous. Que représente pour vous l'amitié franco-allemande ? Quelle histoire, quel souvenir ? Si je vous dis France-Allemagne, vous avez une question à poser à nos invités, c'est le moment de nous appeler. 01 56 56 44 00 pour vos appels et sinon écrivez-nous sur notre mail enquête-de-sens@radionotre-dame.com. J'ai une question très bête pour commencer, c'est quoi l'OFAGE ? Je sais juste qu'en allemand ça se dit Das Deutsche Französische Jugendwerk. Alors qui veut me parler de cette étrange organisation qui fait venir des jeunes de tous les deux pays ? Anna. Alors l'OFAGE, Office franco-allemand pour la jeunesse, a été créé dans la foulée du traité de l'Élysée de 63. Et en fait, le but de l'OFAGE, c'est depuis plus de 50 ans de favoriser le rapprochement des jeunes entre la France et l'Allemagne dans le cadre de projets d'échange à tous les niveaux. Ça commence à 3 ans dans les maternelles et ça va jusqu'à 35 ans avec les derniers échanges de traducteurs, etc. On ne parle pas uniquement de l'échange du collège en classe d'allemand. Non, pas du tout. Il y a des projets pour tout le monde et le but du jeu, c'est de pouvoir faire participer le plus grand nombre de jeunes à des échanges entre la France et l'Allemagne, quelles que soient leurs connaissances linguistiques, leur niveau scolaire, etc. Donc a priori ouvert à tous, quel que c'est pas une question de niveau de français ou niveau d'allemand. Venez tous. Venez tous. Bon, entendu. Fondé par le chancelier, effectivement, chancelier Konrad Adenauer et par le général de Gaulle à l'issue de la signature du traité de Versailles, c'était en janvier 1963, pour nous rafraîchir la mémoire. Le principe de l'OFAGE est assez simple au final. Si on arrive à faire entendre les jeunes de deux différents pays, a priori, lorsqu'ils seront adultes, ils s'entendront toujours. C'est ça l'idée de base ? Anne Barman ? Tout à fait, oui. En fait, l'OFAGE y promouvoit tout type d'échange et c'est dans cette idée de conserver le dialogue après la guerre. Et je pense que c'est toujours d'actualité. Et maintenant, l'OFAGE aussi, ça peut être un premier moyen de s'ouvrir à une autre culture. Maintenant, les buts de l'OFAGE se sont élargis aussi avec la multiculturalité, des projets trinationaux. Voilà. On va tâcher de les aborder plutôt en deuxième partie d'émission. Je crois savoir qu'il y a un petit peu plus de 80 jeunes comme vous qui portent le message de réconciliation entre France et Allemagne. 93. 93, c'est le cap des 90. On a passé le cap de 90 et ce sont des jeunes qui ne sont pas uniquement à Paris ou à Berlin. Non, pas du tout. Ils sont répartis où, Lucie Rebaille ? Oui, pardon. Ils sont répartis dans toute l'Allemagne et toute la France. L'OFAGE essaie d'en avoir à peu près 3 par région, en fait. Et ils doivent couvrir toute une région. D'accord. Donc, a priori, pour chacun de nos auditeurs qui nous écoutent aussi en dehors de Paris, on peut trouver théoriquement un ambassadeur dans chaque région. Dans chaque région au minimum. Ça, oui, sûr. C'est sûr, il y en a un dans chaque région. Il faut regarder sur le site internet de l'OFAGE, il y a le nom de tous les jeunes ambassadeurs dans chaque région. Donc, a priori, on en trouve facilement. Qu'est-ce qu'il peut apporter cet ambassadeur ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter en tant que jeune ambassadeur ? En fait, notre rôle, c'est de promouvoir l'OFAGE, d'être le relais de l'OFAGE dans les régions et de présenter l'ensemble des programmes de l'OFAGE, parce qu'il y en a tellement que parfois même nous, on s'y perd. Et on intervient dans des classes, on intervient sur des salons, on intervient dans des rencontres de jeunes, on intervient dans les centres de jeunesse. Après, on développe aussi, nous, nos propres projets avec des jeunes, des projets par des jeunes pour des jeunes. Et voilà, en fait, c'est en fonction des demandes qu'on reçoit de la part des institutions, des profs, des écoles, voilà. Je pensais également, alors effectivement, vous représentez ici l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais dans le cas où vous tombez sur une personne qui n'aime pas du tout l'Allemagne, est-ce que c'est dans votre rôle d'essayer de le convaincre que finalement l'Allemagne c'est bien ?
Lucie Rebaille. Le but avec l'OFAGE aussi, c'est surtout de briser les clichés. En fait, parce qu'on a beaucoup de clichés sur l'Allemagne, comme quoi la langue n'est pas forcément très belle ou que ce n'est pas une destination touristique. Et le premier objectif, c'est de briser justement ces clichés-là. C'est ce qu'on fait par exemple dans les interventions scolaires avec les tout petits qui n'ont pas encore d'idées très avancées sur ce qu'est l'Allemagne en final. Alors, je ne veux pas faire du délit de sale voix quand même, mais Anne et Anna, vous n'avez pas du tout d'accent allemand, à ce que l'on peut entendre. Mais en fait, moi, je suis une fausse franco-allemande. J'ai fait 20 ans de ma vie à Paris. Ah oui, Voilà. bon, ça va alors, ça va. Et pour vous Je pense pareil, Anne. j'ai toujours grandi en France. J'ai juste passé 2 ans dans le cadre de mes études en Allemagne. Mais c'est vrai qu'on a eu la chance, enfin pour moi du moins, d'avoir mon père qui me parlait français, ma mère en allemand. Et je pense que ça évite du coup aussi tous les petits accents. Nicolas Maramotti, pardonnez-moi, je croyais que vous vouliez dire quelque chose. Non, c'était juste un rajout un peu par avant, par rapport à l'exemple, voilà, si on avait un public qui aimait pas forcément l'Allemagne, on a aussi une vocation plus large sur les questions européennes, où là on a aussi un impact là-dessus, donc c'est intéressant d'avoir ce dialogue-là avec des personnes autour de la relation franco-allemande, mais sur des sujets plutôt européens. Alors, mettons en pratique la relation franco-allemande, puisque je rappelle qu'on a 2 franco-allemands dans le plateau et 2 Français qui sont tous, en tout cas tous les 4 qui sont autour, sont jeunes ambassadeurs à l'OFAGE. On va commencer par les Français. Lucie Rebaille, vous entamez votre 2e mandat en tant que jeune ambassadrice à l'OFAGE. D'où venez-vous, surtout pourquoi les relations franco-allemandes? Vous, je crois que c'est la beauté de la langue Non, de c'est l'allemand. vrai. Ouais, c'est ça? Moi, je viens de Cognac, donc c'est très très éloigné de la frontière. Et c'est vrai que c'est une région où on n'apprend pas forcément l'allemand en priorité, c'est souvent l'espagnol. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une école primaire qui enseignait l'allemand dès le CE2. Donc j'ai commencé en CE2 et j'ai eu un coup de foudre pour l'allemand et ça dure toujours. Donc, la beauté de la langue de Goethe. Exactement, la langue de Goethe. Bon, rassurez-moi, c'est pas quand même uniquement à cause de la beauté que vous êtes ensuite engagé dans les relations franco-allemandes. Non, après, j'aime beaucoup le pays et sa culture et forcément, j'ai poursuivi ça. Au fur et à mesure. Oui. Mais ça s'est traduit comment dans les études? Tout d'abord, j'ai fait une classe bilingue au collège et puis ensuite, j'ai intégré une classe à BIBAC, donc qui permet de passer le bac en allemand et en français. Et ensuite, après mon bac, j'ai eu très envie d'aller vivre en Allemagne et j'ai fait un cursus de droit franco-allemand. J'ai entamé un cursus de droit franco-allemand à Cologne et qui se poursuit maintenant à Paris. Très jolie cathédrale. Oui, à Cologne, très jolie, qui a survécu à toutes les guerres, heureusement. Pour vous, Nicolas Maramotti, c'est le job d'interprète que vous visez de votre côté, je crois. Alors au début c'était effectivement ça, donc moi je viens de Montpellier à la base, j'ai un peu suivi le même cursus que Lucie, où j'ai fait une classe bilingue, où j'ai intégré une classe à BIBAC ensuite au lycée, puis après j'ai passé le concours pour entrer dans une école de traduction interprétariat, que j'ai fait pendant 2 ans, puis voilà, je me suis un petit peu écarté, parce que j'ai vu que c'était pas forcément ma voie, et maintenant je fais un cursus franco-allemand, études européennes, sur Paris. Mais à terme, ça sera plutôt être interprète de la traduction que vous Non, ça j'ai laissé un petit peu tomber. Voilà, j'ai un petit peu laissé tomber parce que le métier d'interprétariat est quand même très particulier, donc ultra intéressant au quotidien, mais on reste souvent un petit peu derrière les personnes traduites et ça, voilà, un petit côté négatif quand on aime bien être mettre en avant, une petite touche personnelle. Voilà, c'est ça. Donc, ah bah là, vous êtes pas le porte-voix, mais vous êtes celui qui permet qu'on comprenne quelqu'un d'autre. Donc forcément, vous ne pouvez pas forcément intervenir ou mettre du vôtre sans déformer les propos. Et ça doit être très dur comme boulot. Oui, et puis la difficulté aussi de traduire des personnes qu'on n'apprécie pas forcément, dont on n'a pas chaque fois les opinions. Donc voilà, ça a certains côtés qui sont intéressants, mais je me suis un petit peu écarté de ça ensuite. Bon, je vais pas essayer de vous faire opérer un revirement professionnel, mais c'est quand même une opportunité rare de pouvoir traduire des personnes qui vont peut-être aussi marquer l'histoire, qui peut-être potentiellement marquer l'histoire européenne. Si vous avez traduit Helmut Schmidt par exemple, ça aurait été énorme. Oui, et puis le métier d'interprète est pour moi l'un des métiers les plus beaux. On pratique tous les jours les différentes langues qu'on a, on a des personnes on ne peut plus intéressantes sur les différents sujets, notamment dans les institutions. Donc c'est vraiment un métier magnifique. Et si des parents ou des jeunes veulent faire ce cursus-là, je les pousse évidemment à le faire. D'accord. Au terme de très très longues années d'allemand pour les Français et au terme de très très longues études de français pour les Allemands, j'imagine au minimum. Vous avez tous les deux évoqué l'ABIBAC, contraction de l'allemand Abitur et baccalauréat, je précise. C'est quoi exactement? Lucie Rebaille ou Nicolas Maramotti? En fait, le but, c'est vraiment d'avoir à la fin les 2 diplômes. Donc, on a le diplôme du baccalauréat français normal et aussi le diplôme de la région partenaire. Et donc, en fait, ça se traduit au quotidien par à peu près en tout 11 heures de cours en allemand.
6 heures si je compte bien, 5 heures de cours d'histoire géo en allemand et 6 heures de cours d'allemand, en fait. Donc, avec un accent sur la littérature allemande. Voilà. Donc plutôt complet. Oui, très complet. Plutôt complet dans ces conditions-là. Je vous propose de continuer avec un papa allemand, une maman française. Pour vous, Anne Bachmann, du coup, les relations franco-allemandes, ça a été plutôt un automatisme en tant que tel. C'est l'inverse, c'est mon père qui est français, mais... Bon, un papa français, maman allemande, ça m'apprendra à mal rédiger mes notes. C'est vrai que ça a toujours été assez naturel pour moi de vivre le franco-allemand, de faire d'aller à l'école en France, de passer mes étés en Allemagne. Je m'étais jamais vraiment posé la question. C'est aussi assez naturellement que je me suis dirigée vers des études franco-allemandes. Je fais également du droit franco-allemand. Et je m'étais vraiment jamais posé la question de la chance que c'était. Et c'est en faisant une rencontre de l'OFAGE en août 2014, justement sur le thème de la Première Guerre mondiale, que je me suis rendu compte que ce que je vivais au quotidien, c'était pas si naturel que ça il y a 100 ans ou il y a 50 ans. Et ça m'a vraiment donné envie de m'engager pour les relations franco-allemandes et de continuer à les faire vivre. La mémoire circulait dans votre famille, de chaque côté, la mémoire allemande et la mémoire française? Ça dépendait, assez peu sur la Première Guerre mondiale, plutôt sur la seconde. Quelque chose en tout cas pour les conflits les plus récents, mais moins pour les premiers. Je vais en venir à vous, Anna Thon-Manzen. Pour vous également franco-allemand. Alors, papa allemand, papa français? C'est ça, papa allemand et maman française. Et en fait, pareil que Anne, en fait, le franco-allemand, c'était pas une question. Enfin, c'est pas que je pensais que tout le monde allait grandir dans une famille biculturelle et bilingue, mais quasiment. Et en fait, c'est en partant dans le cadre de mes études, en partant à Berlin, que j'ai découvert l'OFAGE, où j'ai travaillé pendant 1 an. Et c'est en fait dans le cadre de l'OFAGE, bizarrement, que je me suis rendu compte que oui, le franco-allemand, c'était pas une évidence pour tout le monde. Et c'est ça qui m'a donné envie de m'engager pour faire découvrir la richesse de cette du fait d'avoir une double culture et la richesse d'une amitié qui finalement ne fait que se développer depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Entendu. De manière générale, existe-t-il des différences culturelles? Alors pour vous, Anna et Anne, l'amitié franco-allemande a priori est ancrée dans vos familles, puisque de toute manière vos parents sont franco-allemands. Mais je vais m'adresser aux 2 Français aussi qui sont là, Lucie Rebaille et Nicolas Maramotti. Vous êtes tous autour de cette table jeunes ambassadeurs à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Existe-t-il des différences culturelles irréconciliables entre France et Allemagne? Qui veut se lancer sur cette piste? Anna? Je sais que ce qui revient le plus souvent dans les reportages dans les rapports des jeunes Français qui partent en Allemagne et des jeunes Allemands qui partent en France, c'est le petit déjeuner. Ah oui, alors là, oui. C'est quoi la controverse? C'est-à-dire que les jeunes Français arrivent et ils disent mon Dieu, mais ces Allemands qui mangent du salé au petit déjeuner avec il y a du jambon, des œufs, c'est le Bretienne, on n'en peut plus. Et les jeunes Allemands, ils disent mais mon Dieu, mais ils boivent dans des grands bols de chocolat chaud et ils font des tartines à même la table, c'est terrible. Je précise aussi pour nos auditeurs qui ne connaissent pas les Brötchen, les petits pains. On raconte qu'en Allemagne, il y a autant de sortes de pains qu'il existe de sortes de fromages en France. Donc c'est assez conséquent. C'est des tout petits pains avec des céréales, c'est très très bon. Vous aimez les Brötchen, Lucie Rebaille? Le premier, ça a été un choc culturel. Vous êtes bien dans Enquête de sens sur les ondes de Radio Notre-Dame. Ce matin, on essaie de mettre encore plus de sens dans les relations franco-allemandes et on ouvre notre standard au 01 56 56 44 00 où nous accueillons Thierry. Bonjour à vous Thierry. Oui, bonjour. Je crois que vous souhaitiez nous aborder la figure du père Jean Duriveau. Oui, c'est-à-dire je vous ai écouté, j'écoutais les jeunes là, qui expliquaient que leur organisme était né d'une traité de Versailles. Motivation, voilà, et de la réconciliation franco-allemande. Du coup, je voulais savoir si c'était lié également aux démarches de réconciliation entamées par le père Jean Duriveau. Car il faut savoir que la réconciliation franco-allemande est une inspiration d'origine chrétienne. Alors ça c'est une bonne question. Thierry, est-ce que nos jeunes ambassadeurs ont une idée de l'historique sur l'OFAGE? Vous aviez évoqué Bildt, je crois. Oui, le père Duriveau, qui était un grand ami d'Adenauer, a créé un organisme qui s'appelle Bildt. Le Bureau international de liaison et de documentation. Nicolas Maramotti?
Oui, alors en tout cas, au niveau de l'OFAGE, c'est vrai que nous, à partir de la naissance, c'est vraiment quelque chose d'institutionnel qui a été mis en place par Charles de Gaulle et Adenauer, donc avec le traité de l'Élysée. Mais c'est vrai qu'au niveau du Bureau international de liaison et de documentation, c'est un partenaire privilégié aussi de l'OFAGE qui organise, de ce que je connais, énormément de séjours pendant l'été pour des jeunes, pour leur permettre aussi de découvrir un peu voilà, la langue allemande, etc. Donc c'est un organisme assez conséquent dans ces relations franco-allemandes, notamment aussi pour les jeunes. Anna ? Non. Thierry, vous souhaitiez ajouter quelque chose d'autre ? Non, bah c'était à connaître un peu. Je découvre qu'il y a une richesse dans ces organisations. Et c'est très bien ainsi, mais il est vrai, il est important pour nous chrétiens, me semble-t-il, de se rappeler du rôle et de nos devoirs de paix et de réconciliation. Je connais un petit peu l'histoire du père Jean Duriveau, qui est aujourd'hui passé un peu aux oubliettes, c'est dommage. Il est parmi les hommes qui sont à l'origine alors d'une autre radio, avec Europe numéro 1, Europe 1 à l'époque, qui émane aussi de cette mouvance et de cette inspiration. Il a, en fait, le père Duriveau, après-guerre, il est croix de guerre, il a été prisonnier, il s'est évadé, etc. Résistant, une belle carrière. Prêtre jésuite résistant. Il a vu, après-guerre, des scènes de réconciliation entre des ouvriers allemands et des ouvriers français. Il s'est un peu approché pour écouter et en fait, il chantait l'Internationale. C'était des communistes. Il s'est dit, mais c'est quand même pas possible ça. Les racines de l'Europe, elles sont chrétiennes. C'est à nous aussi nous chrétiens, d'apporter les ferments de paix, d'arrêter le sentiment de revanche, etc. Et de là a jailli, ce qu'on a appelé l'Europe un certain temps, puis qui peut-être aujourd'hui le système européen un petit peu dévié, puisque maintenant elle rejette les racines chrétiennes. Enfin, en tout cas, voilà, c'est intéressant. Je souhaite belle continuation, de belles actions pour ces jeunes. Merci beaucoup Thierry. Bonne journée. Belle journée à vous et merci encore d'avoir appelé dans Enquête de Sens. Je vais prolonger un petit peu la réflexion, puisque nous sommes quand même sur une radio catholique. Ne l'oublions pas, existe-t-il une forme de coopération entre les différentes religions présentes en Allemagne et en France, à votre connaissance ? Alors, moi, Nicolas de Maramotti. ce que je connais un tout petit peu, oui, il en existe. Après, je ne sais pas trop... Sous quelle forme exactement ? Alors, on va dans le personnel, vraiment. Je peux y aller, il n'y a pas de problème. Alors moi, je suis d'une éducation protestante et donc j'ai fait pas mal de choses là-dedans. Et c'est vrai que nous, alors je viens du sud de la France et on a un pasteur allemand. Une allemande qui est venue dans le sud de la France faire son service. Et puis, du coup, elle a mis en place depuis quelques années maintenant des échanges avec des paroisses en Allemagne, etc. Donc, il y a ce type de relation qui existe depuis pas mal de temps. Et ça doit être à peu près la même chose, je pense, du côté catholique, très certainement. Et il y a des relations qui sont faites, effectivement, qui interreligieux. Existe, Effectivement, et du côté des catholiques, par exemple, il existe la commission des épiscopats de communautés européennes, dont on avait déjà entendu auparavant sur les ondes de Radio Notre-Dame. La coopération en tant que telle qui est fournie par l'OFAGE est uniquement une coopération pédagogique, c'est-à-dire un enseignement entre les jeunes, mais elle ne va pas au-delà en tant que telle. Vous n'intervenez pas sur d'autres champs. Je pense notamment coopération culinaire entre France et Allemagne, peut-être, une coopération culturelle ou autre. Alors, Anna Thom-Banzen. L'OFAGE intervient dans tous les domaines et sur tous les sujets. On organise des échanges d'apprentis pâtissiers et boulangers, si vous voulez faire un échange culinaire avec l'OFAGE. Non, l'OFAGE apporte son expérience de l'apprentissage interculturel dans les rencontres de jeunes, après, quel que soit le sujet. Lucie Rebaille. Oui, après, ce qu'on n'a pas précisé avant, c'est que l'OFAGE fonctionne avec le principe de subsidiarité. C'est-à-dire qu'on a énormément de partenaires qu'on subventionne, que l'OFAGE subventionne, et qui, eux, sont vraiment sur tous les champs et domaines possibles. Donc, on peut facilement trouver des échanges de toutes sortes. Avec à peu près 6000 partenaires du côté français et allemand, donc un gros réseau. Ouais. Alors, principe de subsidiarité, Lucie Rebaille, ça veut dire que si un des partenaires de l'OFAGE traite par exemple de la question des castors franco-allemands, l'OFAGE ne traitera pas de castors franco-allemands et laissera la place à son partenaire.
Le but, c'est d'encourager les actions des partenaires et de les soutenir, en fait. D'accord, donc il n'y a pas de risque de conflit entre l'OFAGE et ses partenaires en tant que tel. C'est ça mon idée. Anne Barman? Non, en fait, c'est plus simple au niveau local d'organiser les échanges. Et ensuite, dès qu'il y a un projet au niveau local, que ce soit dans une école ou un échange de pâtissiers, de mécaniciens, peu importe, c'est vraiment tous les domaines. Et à ce moment-là, l'OFAGE intervient et apporte son soutien pédagogique et financier. Avez-vous, en tant que jeune ambassadeur et ambassadrice de l'OFAGE, avez-vous fait les frais d'un quelconque désamour de l'Europe en ce moment, dans vos différentes rencontres, dans vos différentes actions en faveur de l'Europe? Silence inquiétant. Tout baigne pour vous dans ces conditions. Vous vous pointez en disant j'adore l'Europe, j'adore le franco-allemand, il n'y a pas de problème. Anna Tombanzen. C'était pas dans le cadre de mon mandat. C'était pas dans le cadre d'une intervention de l'OFAGE, parce qu'en général, ces interventions se font en fait dans des endroits où les gens sont intéressés, s'intéressent à l'Allemagne, s'intéressent aux échanges. Donc, public conquis. Non, mais ça les intéresse. Ils viennent s'informer et ils sont pas. L'étranger ne leur fait pas peur. Partir à l'étranger ne leur fait pas peur. Mais c'est vrai qu'au quotidien, il y a un désamour certain de l'Europe en ce moment. Mais je crois que le cadre franco-allemand, en fait, permet de désamorcer ce désamour et finalement, j'ai l'impression que l'amitié franco-allemande est en ce moment la porte d'entrée vers la place de la France au sein de l'Union européenne en ce moment et le rôle qu'elle doit jouer à l'avenir dans ce cadre-là. Investir sur une valeur sûre, Lucie Robaille? C'est-à-dire investir dans une valeur sûre dans ces conditions-là, si on ne peut pas investir vraiment dans l'Europe, si on ne fait pas confiance à l'Europe, on peut faire confiance à l'amitié franco-allemande. Oui, c'est un argument même historique au final, donc c'est vrai que... C'est historique, ça me va avec. Nicolas Maramotti, a priori vous courez sur la même piste. Oui, totalement. Ce qui est intéressant en plus avec les relations franco-allemandes, c'est que ça permet vraiment un lien entre deux sociétés, avec à travers les échanges de vivre quelque chose d'assez particulier et à travers ça découvrir aussi une identité européenne qu'on n'a pas de fait lorsqu'on vit simplement en France. Donc voilà, c'est un facteur, un outil qui est très utile et quand on en discute, on voit l'impact que ça peut avoir. Juste avant la pause, Anne Bachmann. Et juste sur le fait qu'on parle toujours à un public conquis, c'est pas forcément vrai dans les interventions scolaires. Parfois, on a quand même de belles surprises. Et c'est surtout chez les enfants les plus jeunes où on a l'impression de retrouver les paroles des parents. C'est pas vraiment une peur de l'Europe, mais plutôt la peur de l'inconnu. Ils comprennent pas l'intérêt d'apprendre l'allemand. Ils parlent plutôt d'anglais. Et au final, on remarque que, surtout avec les jeunes, quand on fait 1 heure de jeu avec eux sur l'allemand, sur l'Allemagne, on arrive à désamorcer leur peur. Et souvent, à la fin de l'heure, certains du moins viennent nous remercier. Et c'est très enrichissant pour nous aussi. Ils sont jeunes et ils sont beaux, ce sont les jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Ils sont parmi nous, autrement dit pour nos amis germanophones, je vais tâcher pas faire de faute, die Junior Botschafter für das deutsche französische Jugendwerk sind da. Anna Tombanzen, Anne Bachmann, Lucie Robaille, Nicolas Maramotti, ne bougez pas chers auditeurs, vous non plus, on marque une très courte pause et on revient juste après. Vous êtes bien de retour dans votre émission de société. Aujourd'hui, on essaie de mettre encore plus de sens dans l'amitié franco-allemande en ce 11 novembre, toujours avec les jeunes ambassadeurs de cette amitié qui dure maintenant depuis des décennies, Nicolas Maramotti, Lucie Robaille, Anna Tombanzen et Anne Bachmann. Alors malheureusement aussi, quand même, il faut l'évoquer, une figure de l'amitié franco-allemande nous a quittés très récemment. Il parle peut-être moins français qu'aux Allemands. L'ex-chancelier Helmut Schmidt nous a quittés en début de semaine à l'âge de 96 ans. Pour qu'on réalise bien de qui on parle, c'est qui pour les Allemands, Helmut Schmidt, Anna Tombanzen et Anne Bachmann? Alors,
C'est dur. Mais allons-y. Mais non, pour le coup, oui, c'est un peu compliqué, mais c'est une sorte de figure. C'est une figure politique majeure de leur histoire, même si certains critiques disent qu'on ne se souvient pas forcément de beaucoup de ces mesures politiques. Oui, c'est un homme politique qui a régné sur la politique allemande pendant plus d'un demi-siècle. Et oui, son décès a été regretté par l'ensemble de la classe politique allemande dès l'annonce de sa mort. Anne Bachmann. C'était un homme politique très apprécié, très populaire, même récemment. Et on appréciait surtout ses analyses politiques assez fines qu'il faisait récemment. Et c'était un homme très apprécié et ça va marquer l'Allemagne, sa disparition. 96 ans, toujours lucide. Toujours lucide. C'est quelqu'un qui a traversé effectivement les époques et les siècles. Il a vécu la Seconde Guerre mondiale, où il était lieutenant d'ailleurs dans une batterie antiaérienne au sein de la Wehrmacht. On se souvient de lui parce qu'il avait une sacrée gouaille. Il parlait, on l'appelait même, je crois... Helmut Schnauz. Schnauz, qui veut dire, pour la traduction, s'il vous plaît Helmut Grande Gueule. C'est ça, Schnauz, c'est la gueule, absolument. Du côté des relations franco-allemandes, c'est aussi un pionnier et aussi un artisan, Helmut Schmidt. Qu'est-ce qu'il a réalisé de ce côté-là? Alors... Donc c'était, en fait, avec Giscard d'Estaing, ils ont prolongé l'action qu'avaient engagée De Gaulle et Adenauer avec le traité de l'Élysée, et ils ont permis le développement, la mise en pratique en fait d'une amitié franco-allemande dont les bases théoriques avaient été posées dans un traité, mais où tout restait à faire. Donc c'était. Et Schmitt, il me semble, était aussi convaincu que la France et l'Allemagne devaient travailler ensemble parce que l'Allemagne, compte tenu de son passé, pouvait pas se mettre tant en avant que ça. Et Valéry Giscard d'Estaing, en représentant la France, lui, pouvait le faire. Et du coup, il a continué à poser les bases des couples franco-allemands, de l'amitié franco-allemande. Helmut Schmidt a été aussi un des chanceliers du SPD qui a duré le plus longtemps en tant que tel, également en longévité politique. Il avait, par contre, un seul défaut, c'est qu'il fumait comme un pompier. Ça, tout le monde le voit avec sa cigarette. Jusqu'à la fin, effectivement. Dans une des émissions, d'ailleurs, qui date d'il y a quelques mois, sur les ondes d'une télé allemande, on voyait la présentatrice essayer de lui offrir une cigarette électronique en vain. Mais c'était quelqu'un, effectivement, qui a gardé sa lucidité jusqu'au bout. Pour vous, Nicolas Maramotti et Lucie Robaille, les hommes politiques ou les femmes politiques allemands de renom font-elles partie du décorum que vous devez absolument connaître lorsque vous intervenez pour l'OFAGE? Après, à l'OFAGE, on ne s'épanche pas trop sur les questions politiques. Bien sûr que les couples franco-allemands sont à connaître, évidemment. Mais vous ne pouvez pas vous pencher sur la politique, mais c'est quand même les politiques qui mettent en œuvre. Oui, mais on évite juste de rentrer dans la polémique. Évidemment, sinon, oui, bien sûr que les pères fondateurs... parmi le couple franco-allemand, il y a bien sûr des pères fondateurs de l'Europe, donc bien sûr qu'on en parle, c'est une évidence. Mais la classe politique des années 70, à laquelle appartenait par exemple Helmut Schmidt, moins? Non, pas forcément moins. On essaie de retracer un peu le parcours de l'amitié franco-allemande. Ouais, après ça dépend un peu les publics cibles avec qui on parle, si on s'adresse à des étudiants, si on s'adresse à un public plus jeune, si on s'adresse au sein des institutions, l'ambassade, etc. Donc forcément on a une approche un peu différente. Oui, ce sont des personnages évidemment importants et humblement on reste un peu dans le même cursus, le même tracé de ces politiques franco-allemandes qui ont été menées, et l'OFAGE est impliqué là-dedans et on en est les porte-parole régionaux. C'est peut-être une question qui revient souvent pour vous, les jeunes ambassadeurs de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais a-t-on besoin encore aujourd'hui de renforcer une amitié en franco-allemande qui est maintenant actée depuis des décennies? Anna Todd-Manzen. Oui, parce que d'une part, rien n'est jamais acquis, et je pense que... on a eu un premier conflit en 1870, une première guerre mondiale, suivie par une deuxième, alors on appelait déjà ça la der des der. Donc je pense que oui, d'une part, rien n'est jamais acquis, que faut continuer à vendre, entre guillemets, cette amitié franco-allemande auprès des jeunes, parce que c'est à eux de la faire vivre aujourd'hui et demain. Et qu'effectivement, il y a des clichés qui ont la vie dure, et
faut continuer à dire que l'Allemagne, c'est pas juste de la bière, une voiture et une équipe de foot. La Mannschaft. Pour vous, Anne Bachmann? Tout à fait, je pense qu'il faut continuer à faire vivre cela aujourd'hui. Et ce que disaient De Gaulle et Adenauer, c'est cet effet que si on est amis en étant jeune, on sera amis en étant adulte. C'était vrai à l'époque, mais c'est toujours vrai aujourd'hui. Et pour toutes les cultures d'ailleurs. A priori, ça reste, Lucie Rebaille? Oui, non, c'est vrai, j'ai rencontré beaucoup d'adultes qui se souviennent souvent avec beaucoup d'émotion de leurs premiers échanges dans la ville partenaire, et c'est vrai que c'est des liens qui sont totalement durables. Donc, C'était arrivé quand? Genre à l'âge de 20, 25, 30 ans, et pour des gens s'en souviennent encore des décennies après? Oui, même plus jeunes, c'est vrai que... Ouais, Du coup, l'OFAGE a 50 ans, et c'est vrai que on croise parfois des gens qui ont 60 ans et plus et qui nous disent oui, j'ai participé à un échange quand j'avais 20 ans, j'ai rencontré ma femme là-bas, nous sommes toujours ensemble, c'est génial, merci l'OFAGE. Des gens qui ont fait de leur relation de couple une relation franco-allemande, et donc du coup véhiculent pas mal de messages dans ce couple, ils vivent la relation franco-allemande dans ces moments-là. Ça. Nicolas Maramotti, est-ce qu'on a encore besoin aujourd'hui d'entretenir à fond les relations franco-allemandes? Oui, plus que jamais. De toute façon, on voit au fur et à mesure, avec les différents événements, que l'histoire se répète sans cesse et que les générations passent. Donc, il y a toujours un travail à faire. Et voilà, nous, on est plutôt sur les cibles jeunes. Et c'est évidemment important de le faire à chaque génération. Anna? Et juste simplement pour rajouter quelque chose, en ce 11 novembre, c'est vrai que voilà, les derniers témoins vivants de la Première Guerre mondiale, je crois qu'il en reste très peu. Il n'y a plus de poilus, je crois. Mais il n'y a plus de poilus. Il me semble que je crois qu'en Australie, il reste un ou deux. Mais pareil, les témoins vivants de la Deuxième Guerre mondiale, c'est des générations qui ne sont malheureusement pas éternelles. Et pour éviter que de se retrouver à nouveau dans une situation de conflit, je pense que oui, évidemment, il faut continuer à développer l'amitié franco-allemande, mais dans un cadre européen, dans un cadre d'interculturalité. C'est pas que le franco-allemand. Nous, on parle au nom de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, mais l'Office franco-allemand pour la jeunesse n'est pas dans une perspective strictement franco-allemande. S'il y a des projets trinationaux, il y a des projets d'apprentissage interculturel avec les Balkans. Il y a une culture européenne dans l'ensemble des projets menés par l'OFAGE qui est importante et qu'il faut rappeler aussi. Disons que les relations franco-allemandes sont la porte d'entrée, mais c'est juste la porte d'entrée, on ne sait pas ce qu'on trouve dans le bâtiment. C'est ça. Si je peux parler par analogie. D'autant plus que la question franco-allemande porte encore des enjeux. Vous l'avez rappelé dans les différentes interventions que vous faites, notamment vous l'avez rappelé, votre public cible, ce sont les jeunes. A priori, ce ne sont plus forcément les personnes qui ont vécu les décennies franco-allemandes du type Helmut Kohl avec François Mitterrand, par exemple, la poignée de main célèbre en face de Verdun. Là, c'est plutôt les jeunes en tant que tels qui posent le plus de problèmes pour la sensibilisation franco-allemande. Anne Bachmann. Les jeunes sont toujours sensibles quand on fait des interventions, et c'est normal, ils ont des réactions au début, à la fin, mais ce qui est très agréable avec les jeunes, je trouve, c'est qu'à la fin de l'heure, on voit vraiment qu'on a eu un impact sur eux quand ils viennent nous parler à la fin, quand ils nous disent qu'ils ont envie de faire un échange Sauzet, voire même Voltaire. C'est ça qui est très agréable, parce que les jeunes sont très réceptifs aux messages qu'on leur donne. Un échange Sauzet, un échange Sauzet ou Voltaire, c'est les deux programmes un peu les plus connus de l'OFAGE, et c'est ce qui permet à des jeunes collégiens ou des jeunes lycéens de partir donc 3 mois en Allemagne et d'accueillir également un correspondant 3 mois en France. Et ça, c'est pour Sauzet, et Voltaire, c'est la même chose, mais là, c'est 6 mois. Donc plus costaud, on ne parle pas de juste la classe d'allemand de 15 jours. Hein. Non, là, c'est vraiment pour connaître la langue et la culture de l'autre d'une manière plus intensive. Lucie Rebaille, vous intervenez aussi en classe avec vos collègues? Oui. Bon, vous gardez quel souvenir, vous? J'ai particulièrement aimé les interventions en classe de primaire, parce qu'on se rend compte que les élèves sont très enthousiastes, très réceptifs aux messages qu'on essaie de faire passer, et c'est très agréable de voir leur réaction quand on leur apprend quelques mots d'allemand, des chansons, qu'on fait des petits jeux ensemble. C'est vrai que c'est toujours très agréable de les voir s'épanouir. Nicolas Maramotti? Oui, j'en ai pas fait beaucoup, mais ce qui est assez marrant, j'ai fait aussi des interventions avec des primaires.
Et à travers des jeux, pour montrer que la langue française, la langue allemande n'est pas si éloignée que ça. Il y a des mots assez proches. Aussi, on peut passer par l'anglais. Vous pensez à quoi exactement comme mot proche entre France et Allemagne, le français et l'allemand? Il y en a beaucoup, des animaux, des fruits, voilà, il y a plein de mots comme ça qui se correspondent. Je ne sais pas si vous voulez des exemples. Ah bah je suis pas forcément extrêmement convaincu de base, alors allez-y toujours. Non, parce que je tiens à préciser pour nos éditeurs que fruit, je crois que c'est Obst. Oui, alors. Fruit, Obst, c'est pas du tout la même chose. Enfin, voilà, c'est Le pour ça que mot en lui-même, mais- Non, mais il y a Dans les abricot, apricose. Banane. Bon, bah, Il y a oui. aussi le restaurant. Oui, mais ça, c'est un porte-monnaie. internationalisme, ça, restaurant. Oui, ça, restaurant, oui, mais il y a effectivement une liste de mots qui est assez importante. Et puis souvent, quand on passe par l'anglais, on se rend compte que finalement, bah, voilà, c'est quand même des langues qui sont très proches. House. Voilà, Mm. effectivement. Pour la maison, effectivement, en anglais, ouais. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus de correspondance entre anglais L'anglais et l'allemand, oui, alors C'est forcément, mais Bon, on tâchera de faire venir un linguiste la prochaine fois. Disons que le but du jeu pour vous, c'est de sensibiliser le public quand même assez jeune, réduire les clichés, la bière, la pils, effectivement la voiture grosse cylindrée qui a des problèmes en ce moment avec les tests atmosphériques. Et sinon, vous avez dit l'équipe de foot, c'est quoi les clichés français que pourraient avoir des Allemands? Oh là là, Oh, c'est... Anna Tom Manson. Il y a la baguette. Ah bah oui. Le verre Une- de vin rouge. Le verre de béret. rouge, le fromage. Ouais. Et une certaine préciosité. Définissez préciosité, s'il vous plaît. Non, mais alors, il paraît que, voilà, enfin, le cliché des Allemands sur les Français, c'est que on est un peu précieux. Arrogant, en fait. c'est tout. Voilà, Souvent, c'est, ouais. Et Est-ce que ça vous viendrait à l'idée, alors là vous êtes jeune ambassadeur de l'OFAGE tous et toutes en Ile-de-France, mais est-ce que ça vous viendrait à l'idée d'intervenir dans des classes allemandes en Allemagne? Moi, personne... oui. Mm. Anne et moi. Moi, l'année dernière, j'étais en Sarre, donc Anne Bachmann. en Allemagne. Et Lucie, t'étais À Cologne, ouais. Donc, je suis aussi intervenue dans des classes en Allemagne, ouais. Bon, alors la préciosité supposée des Français, vous l'avez éprouvée? Mais c'est un cliché que j'ai souvent entendu en vivant en Allemagne, surtout Pareil. pour les Parisiens. Bon, ça nous appartient pas de juger de ce côté-là. On va partir quand même sur des fronts un petit peu plus sérieux, effectivement, même si la lutte aux clichés fait partie de vos compétences. Qui a dit que la question franco-allemande était une question réglée qui ne porte absolument aucun enjeu? C'est le chantier de la diversité qui compose l'Europe aussi, quand même, hein, l'amitié franco-allemande. En effet, comment parler de l'amitié franco-allemande à un jeune Syrien, par exemple, fraîchement arrivé en Allemagne, ou à une jeune Marocaine qui s'installe en France? C'est le chantier diversité et participation à l'OFA. Je sais qu'il y a un ambassadeur qui n'est malheureusement pas parmi nous, qui en a la charge. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à propos de ce chantier? Alors, l'OFAGE s'est depuis le début intéressé à... s'est posé la question de comment inclure le plus grand nombre de jeunes possible, de toutes origines sociales, culturelles, etc. Religieuse aussi. Religieuses aussi. Et ça fait 10 ans qu'il y a un groupe de travail qui a été lancé qui s'appelle Diversité et Participation. Et en fait, c'est tout un réseau aujourd'hui. C'est le réseau Diversité et Participation qui met en relation des associations, c'est essentiellement des associations, des associations des quartiers en France et en Allemagne pour développer, des projets franco-allemands dans un cadre qui n'est pas forcément le premier auquel on pense quand on pense amitié franco-allemande, etc. Vous pensez à quoi comme cadre premier, je pense à un cadre franco-allemande? où c'est des jeunes, typiquement des jeunes des banlieues qui n'ont pas, l'ouverture sur le monde ni via l'école ni via les centres de jeunesse, etc. Enfin, où voilà, l'ouverture sur l'Allemagne n'est pas le premier réflexe qu'ils ont, parce que l'allemand, ça va pas être la langue qu'on leur propose au collège en première langue, que le voyage en classe verte, le collège n'a pas les moyens, donc de toute façon on n'en fera pas, etc. Et du coup, faut passer, le relais des associations là est essentiel, et surtout le soutien de l'OFAGE et l'expérience de l'OFAGE, l'expérience de plus de 50 ans dans les échanges franco-allemands est essentielle pour développer, pour se concentrer sur ces
sur ces échanges en particulier. Anne Bachmann. On parlait de clichés tout à l'heure et je pense qu'il existe toujours le cliché que l'allemand c'est une langue élitiste. Et justement, l'OFAGE, son rôle aussi, c'est de combattre ce cliché. L'allemand, c'est pour tout le monde, c'est juste une ouverture à un autre pays, à une autre culture. Et ces jeunes-là, ils vont peut-être d'eux-mêmes ne pas penser ou s'auto-censurer par rapport aux échanges franco-allemands. Et du coup, c'est notre rôle aussi de les faire participer. Enfin... Effectivement, il faut prouver que l'allemand, c'est pour tout le monde et que, par exemple, on puisse s'assurer qu'il y ait suffisamment de classes bilingues ouvertes partout en France ou partout en Allemagne afin que l'allemand soit effectivement accessible. Monsieur Rebaille. Non, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le rôle des jeunes ambassadeurs, c'est pas de polémiquer sur la réforme des classes bilingues. Donc voilà, on a tous nos avis respectifs. J'ai pas du tout évoqué la réforme des classes bilingues. J'ai parlé suffisamment de personnes qui puissent effectivement parler allemand, parler français et la possibilité d'avoir cet apprentissage. Effectivement, il y a une actualité qui est passée maintenant depuis, mais c'est quand même la question de ne pas faire l'allemand, en tout cas français, une langue élitiste. Et dans un travail comme le chantier participation et diversité, ça en fait partie. Alors, je tiens à préciser que dans beaucoup de projets de l'OFAGE, le but, c'était de ne pas imposer de connaissances linguistiques en allemand, par exemple. Il y a eu un projet concernant la COP21, donc de préparation à Hambourg. Donc le but était de faire des propositions en vue de la COP21. C'était un échange donc trinational avec le Maroc, l'Allemagne et la France, et il n'y avait aucune connaissance linguistique prérequise. Donc le but, c'était d'amener à un premier contact avec la langue. Donc c'est bien la preuve que ce n'était pas un échange qui se voulait élitiste, puisque personne ne devait parler l'allemand au final. Et puis, ce qui est intéressant aussi avec l'Office franco-allemand pour la jeunesse, c'est qu'on a une action en tant que telle au sein des écoles, au sein du collège et lycée, qui existe et qui est une bonne part de l'action, mais il y a aussi une grande partie de ce qu'est l'éducation non formelle en dehors des classes. Et là, pour le coup, l'OFAGE c'est complètement impliqué dans cette voie. Et c'est vrai que il y a des programmes qui se mettent en place pour favoriser cette éducation non formelle autour de l'allemand. Et la réforme, certes, tout ce qu'il y a pu avoir autour de la réforme existe et ça a été un débat qui a été majeur dans les deux pays. Mais c'est vrai que l'OFAGE n'a pas pris de position contre la réforme et n'a pas souhaité de prendre position du tout. Mais en partant du principe que l'OFAGE avait une vocation d'éducation non formelle et que n'avait pas vocation à se mettre contre la réforme. Évidemment. Du Surbaï, vous voulez souhaiter ajouter quelque chose ? Oui, et puis au final, pour une langue dont l'apprentissage serait élitiste, il y a quand même énormément de projets de l'OFAGE qui financent des échanges. Ce que je veux dire, c'est que quand on regarde les échanges avec d'autres pays, en général, on paie pour un échange, tandis que par exemple, les échanges dont on a parlé juste avant, le programme Brigitte Sauzet et le programme Voltaire, les frais de transport sont remboursés à une certaine échelle et on reçoit aussi une bourse le temps du séjour là-bas. On s'éloigne malheureusement un petit peu de notre sujet puisque c'était le chantier participation et diversité. Ma question pour vous, c'est pour des personnes que vous allez rencontrer, des jeunes qui n'ont pas dans leur passé familial de relation avec le franco-allemand. Je pensais à mon jeune Syrien qui arrivait de Syrie, effectivement arrivé de Turquie, qui arrivait en Allemagne, pour une jeune Marocaine qui s'installe en France. Comment fait-on pour mettre en valeur l'idée franco-allemande, derrière avec ça l'idée européenne, à une personne qui n'a pas dans son patrimoine familial, dans son passé, de relation avec le franco-allemand ? Ça, c'est une vraie question pour vous, que c'est vous qui intervenez sur le terrain. Anna Thom-Banzen. Je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir un père allemand et une mère française pour être emballé par l'idée franco-allemande. Et puis l'idée en soi n'est même pas si difficile, c'est juste le pays d'à côté. Et c'est pas si compliqué d'y aller. Le rôle de l'OFAGE, oui, certes, c'est de proposer, entre guillemets, de proposer l'Allemagne à des gens qui n'y vont pas tous les étés parce qu'ils n'ont pas la moitié de leur famille là-bas. Mais que je pense que il n'y a aucune différence entre quelqu'un qui est né de 2 parents du Berry ou quelqu'un qui est marocain et qui est installé en France depuis 20 ans ou quelqu'un qui est né de parents marocains en France ou d'ailleurs. Oui, c'est pas limitatif. C'est pas, il y a du franco-allemand réflexe quand on l'a dans sa famille, mais il y a du franco-allemand pour tous, qu'on soit du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest. Anne Bachmann. Et d'ailleurs, ça s'est bien vu à la rencontre que j'avais fait en août 2014 du coup par l'OFAGE pour les 100 ans de la Première Guerre mondiale, donc au Hartmann-Wielerkopf.
les 100 participants, donc il y avait 50 jeunes français et 50 jeunes allemands, et c'était pas 50 ou 100 jeunes franco-allemands, c'était vraiment juste des jeunes intéressés par l'histoire ou plus largement intéressés par une rencontre binationale. Et il n'y avait pas du tout le critère qu'il fallait que l'arrière-grand-père ait fait la Première Guerre mondiale. Ça s'adresse vraiment à tout le monde, quoi. Monsieur Rebaille, vous souhaitez ajouter quelque chose ? Non. Nicolas Maramotti. Oui, l'idée de l'OFAGE, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des jeunes qui n'ont pas vocation à être dans la relation franco-allemande, justement dans un cadre qui leur fait découvrir cette relation à travers des rencontres autour de la danse, du théâtre, du foot, voilà, toutes ces rencontres-là qui sortent du cadre justement formel de l'éducation et qui sont dans un cadre complètement non formel, et mettre un jeune dans une situation complètement inconnue autour de la langue allemande, avec des jeunes qui ne parlent pas forcément sa langue, et avec une équipe d'animation autour de l'animation interculturelle linguistique, où il y a des formations, etc., qui les amènent à avoir un échange dans la langue, apprendre des mots, etc., puis découvrir que finalement ils ne sont pas si différents l'un à l'autre. Voilà, c'est déjà un premier pas dans cette voie, et c'est la voie qu'a pris l'OFAGE depuis maintenant 10 ans. Ouais. Il y a une idée dégagée par l'amitié franco-allemande qui me plaît personnellement beaucoup, peut-être vous plaira-t-elle vous aussi, chers auditeurs, c'est que si des frères ennemis, d'anciens frères ennemis, ont réussi à se réconcilier en quelques décennies, c'est aussi possible pour d'autres pays qui sont actuellement en conflit. Saviez-vous par exemple que la France et l'Allemagne animent tous les deux une maison culturelle commune à Ramallah, en Cisjordanie, une maison qui ressemble à la fois le Centre culturel français et l'Institut Goethe. Vous en avez entendu parler ? Oui, alors j'en ai entendu parler. Par contre, je ne connais pas du tout. Je ne suis pas du tout spécialiste de la question, mais je sais que l'OFAGE est régulièrement contacté par différents pays dans le monde situés dans des zones de conflit pour transmettre justement les clés d'une réconciliation qui est jusqu'à présent assez exemplaire vu l'histoire traversée. Écoutez, pour le moment, ça marche. Avant, voilà. Pour le moment, ça marche. La ligne Maginot n'est pas revenue. Il n'y a pas d'échauffourée à la frontière à Arran, à Aix-la-Chapelle, donc tout baigne. Voilà. Mais vous êtes porteur de cette idéo. Lorsque vous vous déplacez dans les classes, lorsque vous intervenez en tant que jeune ambassadeur, vous portez quand même le message d'espoir. Si je tire vraiment en grande lettre capitale sur la une, vous êtes les porteurs de paix en tant que tel. Oui, c'est ça, c'est l'objectif de l'OFAGE, et une de ses valeurs phares, c'est la paix et la réconciliation. Donc c'est un message que portent tous les jeunes qui sont engagés au sein de l'OFAGE, les 93 jeunes ambassadeurs, et c'est un message qu'on porte évidemment dans les différentes manifestations qu'on peut avoir. Et voilà, c'est la valeur phare de l'OFAGE, donc preuve que ça se construit autour de tout ça. Anne Bachmann. Oui, je pense... je suis complètement d'accord avec vous. Je pense que la France et l'Allemagne, ça peut être un exemple pour d'autres pays qui sont actuellement en conflit. Ça peut aussi être un message porteur d'espoir pour des jeunes là qui voient pas forcément le bout du conflit. Au final, les pires ennemis d'un jour peuvent devenir les meilleurs partenaires, les meilleurs amis dans un laps de temps assez restreint. Ce qui est une idée super en tant que telle. Ça fait du bien de le savoir, surtout en particulier dans des endroits qui sont toujours en conflit. Effectivement, je citais Ramallah en Cisjordanie. Il nous reste encore quelques minutes pour évoquer d'autres projets éventuellement de l'OFAGE. On a évoqué effectivement le chantier diversité et participation. Qu'est-ce que vous avez d'autre en stock actuellement chez les jeunes ambassadeurs de l'OFAGE ? Alors pour cette année, on va parler de l'actualité. Donc il y a notamment tout un plan d'action autour de la COP21 avec ce qu'a pu un peu énoncer Anne Bachmann. C'était ils ont une rencontre qui a été faite à Hambourg, et des propositions vont être amenées lors de la COP21. Donc un apport franco-allemand sur cette thématique-là. Il va y avoir l'Euro 2016 où l'OFAGE va également prendre sa part, où il y a un gros réseau de volontaires franco-allemands qui va participer de très près à l'Euro 2016, à accompagner les équipes, etc. Donc il y a tout un pan sportif de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez d'autres ajouts. Il y aura également tout le travail autour de la commémoration aussi de cette année. Donc ce sera les 3 gros chantiers de l'OFAGE pour cette année. On ne peut plus important. Vous êtes foot autour de cette table, rassurez-moi, ou pas ?
Pas trop. Pas trop. pas Nicolas vraiment. Maramotti, Lucie Rebaille, Non, pas vraiment. Anne Pas Barman. vraiment. Mais je crois qu'il y a un match France-Allemagne bientôt, non? Ouais, très Oui, bientôt, demain, vendredi. c'est ça. Vendredi, je crois. Ce sera Mais qui c'est un match amical. Match amical et l'OFAGE a reçu des places et vous pouvez aller voir même sur le site internet et sur la page des réseaux sociaux où les 2 places ont été mis à disposition pour les gagner. Des jeunes ambassadeurs de l'OFAGE, qui soient français ou allemands, qui discutent effectivement pendant quelques jours à Hambourg en vue de la COP21, qu'est-ce que ça peut donner en tant que tel, Lucie Rebaille? C'était pas des jeunes ambassadeurs. Ah, c'était qui? Non, c'était ouvert au public. Ah, donc, c'était ouvert au public. Hein. non, C'était mais une par rencontre contre, justement ouais. France, Allemagne, Maroc. Et Maroc, il y avait c'est ça. vraiment une centaine de jeunes. personnes de milieux complètement différents qui se sont mis autour de la table pour discuter des questions environnementales. Et Il voilà. me semble que François Hollande a réagi, donc, parce que les 10 propositions ont été envoyées aussi bien à François Hollande qu'à Angela Merkel. Et il me semble qu'il a réagi positivement. Donc, Anna, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Bah, non, enfin, l'OFAGE a fait régulièrement ce type de rencontre où à la fin le résultat s'illustre concrètement en une liste de propositions. Il y en avait une sur l'Europe, il y en avait eu pour les 50 ans de l'OFAGE, c'était mon Europe à moi, c'est ça. Il y avait eu toute une série de propositions également dans le cadre de l'amitié franco-allemande, qu'est-ce qu'il faut faire à destination des jeunes en particulier, qui avait été envoyé aux 2 gouvernements aussi. Donc voilà, on croise les doigts, on propose et on attend. A priori, c'est une question de logique. Hein. Le pape François avait appelé dans Laudato Si à protéger la maison commune. Donc ce n'est pas une question de frontière, puisque la maison commune en tant que telle, c'est la terre, tout simplement. Et la terre inclut les relations franco-allemandes. Merci à tous d'être venus ce matin, mettre du sens dans les relations franco-allemandes. Lucie Rebaille, Anne Barman, Nicolas Maramotti et Anna Tonbanzan, merci beaucoup pour votre présence. Merci à pour votre invitation. Vous êtes tous ambassadeurs, jeunes ambassadeurs et ambassadrices à l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Chers auditeurs, l'amitié franco-allemande se pratique tous les jours et vous êtes tous et toutes fortement invités à croquer dans un Schwarzwälder Kirschtorte tout en savourant un bon Bordeaux pour ceux qui... C'est quoi déjà un Schwarzwälder Kirschtorte? une forêt noire. Ah, c'est une forêt noire absolument délicieux. Je pense qu'avec un bon Bordeaux bien fumé, ça doit pas être mal. Belle journée à toutes et à tous.